Bonjour à tous, Daniel Côté ici. Dans cette série de vidéos, je présente quelques idées clés sur la gestion des coopératives sur lesquelles j'ai travaillé au cours des 30 dernières années. Quelques mots sur moi. Professeur de stratégie à HEC Montréal, j'ai pris ma retraite en 2014. Mon enseignement sur la gestion des coopératives s'est effectué particulièrement dans le cadre d'un programme de deuxième cycle offert à St. Mary's University, à Halifax, de 2004 à 2020. Toujours avec St. Mary's, j'ai également développé un séminaire exécutif offert à de multiples occasions à travers l'Amérique du Nord. Par ailleurs, je poursuis mes recherches sur la gestion des coopératives depuis plus de 40 ans maintenant. Je viens d'ailleurs de publier mon dernier ouvrage en 2022. Les thèmes que je présente dans cette série de vidéos y sont développés abondamment. Ma conception de la gestion des coopératives repose fondamentalement sur 3 idées clés. D'abord, un nouveau paradigme coopératif. C'est en travaillant sur 3 questions clés que j'en suis venu à construire ce modèle. Premièrement, compte tenu des transformations des marchés, quelles sont les stratégies émergentes que les entreprises cherchent à développer pour créer la valeur? Deuxièmement, en revisitant les fondements du mode d'organisation coopératif, quelle convergence peut-on établir entre les fondements de ces stratégies et les fondements du mode d'organisation coopératif? Finalement, quels avantages concurrentiels, s'ils existent, les coopératives détiennent-elles relativement à ces stratégies? Les 4 stratégies que j'ai retenues pour construire ce nouveau paradigme coopératif sont la congruence des valeurs, la propriété psychologique, la loyauté et l'engagement client et la co-création de valeur. C'est à la suite d'une lecture extensive de la littérature en gestion que j'en suis venu à privilégier ces stratégies qui ont fait et continuent de faire l'objet de nombreuses recherches et publications. J'ai également développé un modèle de gestion coopérative que j'ai simplement nommé l'équilibre coopératif. Cette approche de gestion vise à intégrer l'essentiel des traits caractéristiques du mode d'organisation coopératif. D'abord, les 4 règles distinctives, à savoir le contrôle démocratique, le lien d'usage, la réserve collective et le partage des surplus au prorata des activités du membre avec sa coopérative. La dualité coopérative, c'est-à-dire l'association de membres propriétaires de l'entreprise, est également intégrée dans ce cadre de gestion. Par la suite, j'aborde les enjeux clés sur l'alignement des valeurs et la finalité coopérative, le modèle d'affaires coopératif et le tableau de bord prospectif. Finalement, le volet environnement, autant l'environnement concurrentiel que le réseau coopératif, est inséré dans ce modèle. Tous ces éléments constituent les fondements de la distinction coopérative, intégrée dans une approche de gestion. Alors que la construction du nouveau paradigme coopératif s'appuie fondamentalement sur la littérature scientifique, le développement du modèle d'équilibre coopératif fut développé à partir de l'analyse d'études de cas de coopératives. La 3e idée clé sur le malaise et la crise identitaire est le thème principal de ce premier vidéo. Les modèles du nouveau paradigme coopératif et de l'équilibre coopératif feront l'objet de présentations dans les vidéos subséquentes. Pourquoi parler de malaise, même de crise identitaire en regard des coopératives? L'idée m'est venue à la fin des années 90, alors que j'ai été invité à donner un cours sur la gestion des coopératives à des gestionnaires d'une grande coopérative canadienne. Ces gestionnaires d'expérience sentaient le besoin d'exprimer ce qu'ils vivaient au quotidien, alors qu'ils disaient ne plus savoir comment se différencier, particulièrement d'un point de vue de gestion, d'une entreprise privée. Cette expérience, marquante pour moi, m'a donc incité à chercher à comprendre ce qu'ils disaient. Mais que disaient-ils? Quelle est la différence aujourd'hui? Existe-t-elle encore? Mais nos membres ne sont plus coopérateurs, ils agissent comme des clients. Il est encore possible de valoriser la coopération en milieu rural, mais dans un environnement urbain. Qu'a-t-on échappé? Peut-on aller au-delà des dons et commandites? Quels sont les avantages concrets d'être une coopérative? Est-il donc possible de remettre en question, même de transformer le modèle coopératif? Depuis cette période, j'ai eu l'occasion d'entendre des propos similaires de plusieurs centaines de gestionnaires de coopératives. C'est donc pour chercher à comprendre ce malaise que j'ai développé ce 3e modèle, essentiellement conçu au départ sur la définition de ce qu'est une coopérative, une association de personnes propriétaires d'une entreprise.
C'est en cherchant à identifier les facteurs clés ayant impacté autant la dynamique de l'association des membres que l'approche de gestion de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à réglementer son orientation, ses actions et ses méthodes différemment de l'entreprise privée, que j'ai voulu comprendre et expliquer ce malaise. Il importe de mentionner cependant que les facteurs que je retiens ont un impact sur plusieurs décennies. C'est donc une transformation sur une longue période qu'il nous faut prendre en considération. Mais d'abord, pour mieux comprendre ces transformations, effectuons un bref retour sur la logique à la base de la création d'une coopérative. Premièrement, nous retrouvons un groupe de membres face à un problème commun, partagé, qui sont à la recherche d'une solution, d'où la création d'entreprises coopératives, qui se voudraient orientées et contrôlées par eux-mêmes sur la base des règles d'égalité et de démocratie. D'où l'importance d'une cohésion entre les membres, entre l'association et l'entreprise, et entre l'entreprise et les marchés, c'est-à-dire le fit stratégique, ce que nous appelons le fit stratégique, où on retrouve un alignement des compétences clés sur les facteurs clés de succès dans une industrie donnée. Alors que la coopérative est une association de membres propriétaires d'une entreprise, quels sont les facteurs qui changent la dynamique associative? Pour mieux apprécier ces facteurs, revoyons les conditions à l'origine de la création des coopératives. Quelques exemples. La création de Rockdale, en Angleterre, en 1844, visait à fournir une alternative abordable aux aliments et provisions de mauvaise qualité et frelatés qu'on leur offrait. La création des caisses Raiffeisen en Allemagne et l'élimination des pratiques usuraires au milieu du 19e siècle. Même condition au Québec et la création des caisses Desjardins au début du 20e siècle. La création des credit unions au Canada au début du 20e siècle, à une époque où les banques rendaient difficile pour le citoyen moyen d'emprunter ou d'investir. La création des Rural Electric Cooperatives aux États-Unis au milieu des années 1930, alors que 90% des agriculteurs n'avaient pas accès à l'électricité. Pourquoi rappeler ces conditions à l'origine de la création des coopératives? Essentiellement pour illustrer le fait que ces conditions n'existent plus pour une forte majorité des membres actuels de ces mêmes coopératives. Ceci a pour effet de changer comment les motivations des membres actuels transforment leur perception envers leur coopérative, alors qu'ils peuvent obtenir des services équivalents sur le marché. Un deuxième facteur que je retiens est la taille du membership. Nous comprenons bien pourquoi les coopératives doivent croître, essentiellement pour demeurer concurrentielles. Par ailleurs, cette croissance de l'entreprise coopérative entraîne forcément une croissance de l'association de membres également. Aujourd'hui, bon nombre de coopératives ont un membership de plusieurs dizaines de milliers de membres. Cette grande taille aura deux effets sur la dynamique de cette même association. D'abord, un effet d'abstraction. Dans la mesure où les membres ne se connaissent plus, ils deviennent des individus abstraits les uns pour les autres. L'association de membres elle-même devient une abstraction. Ce faisant, les membres ont donc tendance à se centrer sur leurs intérêts privés et à faire abstraction de leurs intérêts collectifs, un aspect clé lors de la création des coopératives, alors que les membres se reconnaissent un problème commun. Ensuite, l'association de grande taille incite les membres à adopter un comportement de passager clandestin, c'est-à-dire de celui qui ne participe pas à l'action collective pour ne pas en supporter les coûts. Donc, une association qui devient une abstraction, alors que les membres adoptent un comportement de passager clandestin, affaiblissent la dynamique associative et le rôle que les membres sont appelés à y jouer. Le troisième facteur à considérer est l'absence d'éducation coopérative, faisant en sorte que les membres n'ont qu'une connaissance limitée, souvent quasi nulle, de la spécificité coopérative et de la nature de la relation qui les relie à celle-ci. Cet ensemble de facteurs aura comme effet que le sens de la propriété coopérative se perd. En ce qui a trait à l'entreprise coopérative, il faut prendre en considération l'interpénétration des champs stratégiques des coopératives et des entreprises privées. Une façon un peu compliquée pour simplement reconnaître que les deux sont en concurrence sur les mêmes marchés. Le deuxième facteur concerne ce que les sociologues appellent l'isomorphisme, c'est-à-dire lorsque deux organismes distincts, par exemple la coopérative et l'entreprise privée, se retrouvent dans un même environnement,
elles auront tendance à se ressembler de plus en plus. Les spécialistes reconnaissent deux catégories d'isomorphisme. D'abord, un isomorphisme concurrentiel, obligeant les entreprises à rechercher les sources d'efficience pour demeurer compétitives, ce qui pousse à l'imitation. Un isomorphisme institutionnel. Trois types d'isomorphisme institutionnel sont reconnus. D'abord, un isomorphisme coercitif qui s'impose lorsque les entreprises sont obligées de se conformer à des règles et standards imposés par la réglementation ou par les exigences du marché. Ensuite, un isomorphisme mimétique qui devient une source d'influence en situation d'incertitude, alors que les gestionnaires vont chercher à imiter le comportement des structures dominantes reconnues pour avoir du succès. Finalement, l'isomorphisme normatif qui se développe parallèlement à la professionnalisation via la standardisation des formations et des réseaux professionnels. Donc, le cumul de ces différentes sources d'isomorphisme aura comme effet de renforcer la similarité d'organismes distincts lorsqu'ils évoluent dans un même environnement. Le troisième facteur que je retiens est l'absence d'éducation coopérative, particulièrement au point de vue de la gestion. On peut davantage apprécier, après avoir identifié les effets isomorphiques, à quel point une compréhension de l'identité coopérative dans une perspective de gestion pourra s'avérer importante pour balancer particulièrement les effets de l'isomorphisme normatif, accentué par la professionnalisation via les formations, pensons au business school, l'enseignement sur la gestion coopérative est quasiment inexistant, et les réseaux professionnels. De retour à mon modèle sur le malaise et la crise identitaire, les facteurs que je viens de décrire s'avèrent importants pour comprendre pourquoi cette crise identitaire. Alors que les coopératives évoluent dans le premier cadran au moment de leur création, elles glissent vers le troisième cadran sous l'effet des facteurs qui affectent autant la dynamique associative que la dynamique de l'entreprise. C'est donc à ce stade de l'évolution des coopératives que les gestionnaires ressentaient le malaise qu'ils décrivaient à la fin des années 90 et depuis. Mais pourquoi les coopératives au premier cadran lors de leur création? La dynamique associative sera forcément plus forte, les membres étant aux premières loges pour subir les effets des abus de marché. Également, la taille de l'association étant relativement petite, les comportements associés au phénomène de l'abstraction ainsi que de passagers clandestins ne pourront se manifester avec la même vigueur. Qui plus est, un minimum d'éducation coopérative sera nécessaire pour assurer une compréhension suffisante des règles de fonctionnement de la coopérative au moment du démarrage. Les membres auront donc autant la formation que l'expérience permettant de donner une véritable signification à la propriété coopérative. C'est ce qui se perd lorsque la coopérative glisse vers le deuxième ou le troisième cadran. Quant à l'entreprise, les pressions isomorphiques, concurrentielles et institutionnelles, se devaient d'être à toute fin pratique inexistantes au moment de la création des coopératives. De retour aux questions et propos des gestionnaires mentionnés au début, nous pouvons non seulement offrir une explication à ce malaise, mais également mieux comprendre pourquoi la différence n'est plus perçue. Aussi pourquoi les membres deviennent, aux yeux des gestionnaires, des clients. Finalement, alors que la similarité avec l'entreprise privée s'accentue sous la pression de l'isomorphisme concurrentiel et institutionnel, la perception des avantages rattachés au mode d'organisation coopérative disparaît. Par ailleurs, je terminerai ce premier vidéo en rappelant la question que les gestionnaires posaient après avoir fait part de leur malaise. Peut-on remettre en question, même transformer le modèle coopératif? En ce qui me concerne, la réponse à cette question passe par le développement d'un nouveau paradigme coopératif, ce qui permettra à la fois de renforcer la position concurrentielle de la coopérative, tout en construisant sur le potentiel d'avantages soutenables inhérents à son identité coopérative. C'est ce que j'aborderai dans les prochaines vidéos. Merci de votre écoute.